Dans leurs nombreux écrits, les conquérants du Brésil, navigateurs, explorateurs, jésuites, ont longuement décrit l'apparence des indigènes, leurs mœurs, leurs coutumes. Mais des indigènes eux-mêmes, ils ne nous ont donné qu'un aperçu. Une image fantasmatique et figée qui a justifié la colonisation et réduit les colonisés au silence. Ce que nous appelons la découverte du Brésil a marqué le début d'un processus implacable qui a dépossédé les Indiens de leur mémoire, de leur territoire, de leur culture, qu'ils tentent aujourd'hui de reconquérir. Voici le visage qu'a le monde pour les Européens en 1490. Une succession d'expéditions portugaises et espagnoles vont le bouleverser en quelques années seulement. En 1492, le navigateur génois Christophe Colomb, chargé d'ouvrir une voie maritime vers les Indes pour le compte de la couronne espagnole, aborde un rivage inconnu, celui des Antilles, les portes de l'Amérique. La découverte de ce continent laisse entrevoir de nouvelles conquêtes, des richesses inespérées. La rivalité entre les royaumes espagnols et portugais menace de dégénérer en conflit. Un accord s'impose en urgence. Dans sa lettre, considérée comme l'acte de naissance du Brésil, Pero Vaz de Caminha, un des membres de la flotte de Cabral, décrit en détail des Indiens Tupis. Ces indigènes, de langue et de culture Tupi, ont été rendus célèbres par la philosophie de la Renaissance française. Plusieurs philosophes, comme Montaigne, Montesquieu, se sont servis des Indiens Tupis pour créer le mythe du bon sauvage, une image chère au courant européen humaniste. C'est une créature à façonner et à éduquer, et qui ne demande qu'à l'être. C'est un candidat idéal à l'évangélisation. Plus tard, Amerigo Vespucci, navigateur et commerçant florentin, fait de l'Indien brésilien une description tout aussi réductrice, mais bien moins séduisante. Les premiers arrivants sont des proscrits, chargés d'apprendre les langues indigènes en vue d'éventuels échanges commerciaux. Ils sont rapidement suivis par des aventuriers de tout poil, fugitifs, parias ou laissés pour compte. Ceux-ci s'adaptent tant bien que mal à leur nouvel environnement. Certains prennent des concubines indiennes, adoptent leur langue et leur mode de vie. Créent de toutes pièces des villages organisés autour d'une église, les aldeias, où ils regroupent les tribus. Les mélanges ethniques qui s'opèrent dans ces communautés artificielles favorisent la déculturation. Les aldeias fleurissent bientôt sur tout le littoral. L'une des plus célèbres sera fondée à l'emplacement du village indien de Piratininga et deviendra plus tard la capitale économique du pays, Sao Paulo. À la périphérie de cette mégapole, la troisième plus grande au monde, se trouve Tecoapayo, le plus petit territoire indien du Brésil. Anchieta prend la direction du collège de Piratininga, où le catéchisme est enseigné en langue indienne. Très vite, il prend conscience de l'efficacité de cette méthode et décide non seulement de la généraliser, mais, si l'on peut dire, de la perfectionner. Durant ce processus de soumission, en 1861, le gouvernement de l'État de Bahia a décidé de regrouper tous les Indiens qui vivaient encore dans l'extrême sud de l'État de Bahia, ce que le secteur du tourisme appelle aujourd'hui la côte de la découverte. Ces peuples ont donc été regroupés dans un lieu unique, le village actuel de Baravelha. C'est là que se sont retrouvées toutes les tribus amenées de force de la forêt. Des Patachos, des Cumanachos,
des Kotachos, des Machakali, quelques Botokudo, peut-être des Kamakan. Une population indigène d'origine multiethnique a donc vu le jour à Baravelia et a fini par se mélanger. Les Patachos contemporains sont les héritiers historiques, symboliques et dans une certaine mesure génétiques de tous les peuples indigènes du sud de Bahia. Ils ont vécu à Baraveia jusqu'en 1951, l'année dite du Grand Feu. Cette année-là, suite à des revendications territoriales, ils subirent une terrible répression qui coûta la vie à nombre d'entre eux et contraignit les survivants à l'exil.